semaine dans le monde, deuxième partie, c'est toujours l'actualité du monde, bien sûr, vue par nos éditorialistes. Avec à mes côtés Anne Niva, reporter de Guerre indépendante. Bonjour Anne, vous êtes l'auteur notamment de Dans quelle France on vit, c'est paru l'année dernière chez Fayard, et également d'un documentaire qui sera diffusé sur France 5 le 18 mars, soir de l'élection présidentielle russe. Qui s'appelle Un continent derrière Poutine, point d'interrogation. Voilà, et on aura peut-être la réponse d'ailleurs dès le 18 mars, puisqu'on a du mal à imaginer un second tour. Dans cette élection. Dès le 17 mars, ce sera réglé. Absolument. Même maintenant, on peut vous en parler. Vous avez reconnu à mes côtés également Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, avec ce mois-ci ces deux unes. La Tunisie, la révolution continue. Et puis, sommes-nous vraiment des pays de M? 3 points de suspension, c'est la question adressée notamment à Donald Trump. Également parmi nous, Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, et José-Manuel Lamarque, journaliste à France Inter, spécialiste des questions européennes, expert en géopolitique. Merci à nouveau à vous d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. On continue donc notre tour de l'actualité de la semaine avec les Américains qui n'ont visiblement pas encore déserté la Syrie. Loin de là, à ceux qui en doutaient à Moscou ou à Damas, Washington a infligé un sérieux démenti cette semaine en appuyant par ses bombardements et par ses conseillers au sol les forces kurdes face aux troupes du régime qui avaient cru bon de braver le statu quo qui prévalait jusque-là à Deir ez-Zor en franchissant l'Euphrate vers l'est. Bilan, une centaine de morts pour l'armée syrienne de Bachar el-Assad. Les États-Unis qui haussent le ton aussi après les bombardements présumés au chlore. C'était le 4 février dernier à Sarabek, c'est dans la province d'Idlib, ainsi qu'à Adouma, dans la Ghouta orientale, près de Damas. Aniva, c'est un baroud d'honneur des Américains, d'après vous, une réelle envie d'en découdre. On a du mal à lire vraiment la stratégie, la présence américaine dans cette région. C'est surtout une catastrophe absolue ce qui est en train de se passer en Syrie aujourd'hui, parce qu'on a une fois de plus fêté la victoire trop tôt. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, on a dit c'est la fin de l'État islamique, tout ça est terminé, etc. Victoire. Moi, quand on dit victoire, j'ai toujours des doutes. Mais alors là, il y a plus que des doutes, parce qu'il y a maintenant 3 conflits. Il y a le conflit, donc, puisque c'est l'Euphrate qui est la ligne de démarcation, donc à l'est, on est encore en train de se battre contre l'État islamique. Dans le nord-ouest, c'est les Russes qui pilonnent. Et puis, on a les Turcs qui sont là également, et à propos desquels les Russes ne disent rien. Les Russes disent qu'ils bombardent, ils ont bombardé en représailles parce qu'ils ont perdu un avion de chasse il y a quelques jours, dont on sait, la presse russe l'a dit, répété, que le missile était sans doute turc, et ils ne disent rien parce qu'ils sont avec Erdogan dans ce conflit. Donc là, je dois dire que pour moi, et je ne parle pas des civils. Les civils, il y a des fuites de population dans tous les sens, encore plus qu'avant. On ne sait plus où ça va s'arrêter. Donc on n'ose même plus regarder finalement la Syrie. Pour moi, c'est une catastrophe. Un conflit avec des imbrications, puisque Ziad Limam, effectivement, on avait senti un froid suite à cet incident entre Russes et Turcs, et puis finalement ils se sont réconciliés d'une certaine manière avec ces combats face aux Américains à Deir ez-Zor, qui du coup mettent presque en conséquence les Kurdes à nouveau en position difficile. C'est finalement sur leur dos que tout le monde pourrait s'arranger. C'est sur leur dos que tout le monde pourrait s'arranger, sachant que c'est pas la première fois qu'on le dit. Ça ne se passe pas, que ça se passe autrement. Oui, c'est impossible. C'est devenu impossible d'anticiper, effectivement. Ce qui est sûr, c'est que les grandes puissances jouent chacune leur carte stratégique, ça c'est très clair, et qu'au lieu que les combattants s'épuisent, y compris les grandes puissances, par faute d'options, ils continuent à penser qu'il y a des options militaires, et donc ils poussent le plus loin possible, et peut-être même le plus violemment possible, leurs offensives du moment. Et puis il y a aussi le fait, parce qu'on n'en parle plus, mais il y a la situation intra-syrienne, c'est-à-dire concernant les Syriens entre eux, j'allais dire. Et ceux qui vont sur le terrain racontent un pays morcelé. Oui, exactement, c'est un pays de fief, de seigneurie, de militantismo, gangstérismo, islamismo, etc. Presque village par village. Avec des combats à la limite du féodalisme. Mais c'est le paradoxe, parce qu'on avait dit Bachar el-Assad a reconquis bien au-delà de la Syrie utile, son territoire. C'est ce qu'il est. Je pense, c'est par exemple le sens probablement de ces bombardements incessants sur la Ghouta. C'est clairement de desserrer le dernier étau autour de Damas pour dire voilà, j'ai récupéré toute la Syrie avec ça. Et puis à Idlib aussi, où les forces pilonnent en même temps. Là, ce qu'on sent, c'est que ce qu'a dit Anne, en fait, c'est qu'on pensait à fin de l'été, début de l'automne, qu'on allait vers une sortie peut-être pas glorieuse, peut-être même assez tristoune,
tragique de ce conflit, mais l'arrêt des violences, en particulier sur les civils. Et il y a un Par victoire des forces syro-russes, quoi. Oui, et puis il y a un espèce de statu quo généralisé. Bon, après, on a sous-estimé l'anxiété turque sur la question kurde. On a sous-estimé la capacité américaine de poser un certain nombre de frontières. On ne sait pas trop quel jeu aussi, encore une fois, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose à la Russie. Et la Russie fait profil bas, voilà, en tout cas sur la dernière on offensive. sent les Russes un peu embarrassés, presque. Mais quand même, c'est une situation de conflit sévère, avec des centaines de victimes par semaine. 7 ans de conflit. 7 ans, il y a la présence de l'État islamique qui reste dans un mécanisme différent. Il y a une situation en Irak qui est pas du tout. Enfin, il y a des élections qui arrivent, c'est compliqué, c'est pas la guerre, mais on est vraiment sur une tornade. Et puis il y a le Yémen qui est pas si loin que ça, et qui est aux prises à cette espèce de convulsion du Nord. Et donc toute cette région est quand même totalement explosive. C'est catastrophique, bien évidemment. Malheureusement, il y a des morts de plus en plus. On détruit un pays. Mais à un moment, souvenons-nous quand même, il y a quelques années, des chefs d'État européens disaient il faut changer Bachar al-Assad, il faut qu'il parte. C'est fini, on n'entend plus parler. C'est fini, là. Oui, alors, Bachar, c'est terminé, on n'entend plus parler. Je vais vous faire reprendre exactement là, parce qu'on s'en souvient, lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé, il avait dit on est prêt à discuter avec Bachar, mais en même temps, il avait posé une ligne rouge très ferme, à nouveau sur l'usage d'armes chimiques, en disant la France interviendra en cas d'usage. On va l'écouter, on écoute ce que dit aujourd'hui sa ministre des Armées, Florence Parly. Très bien. Et vous réagirez juste après. Une ligne rouge très claire existait de notre côté, l'utilisation d'armes chimiques par qui que ce soit. Et donc, toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français. Nous sommes préoccupés, très préoccupés, et nous suivons évidemment la situation de très près. Ce qui se passe en Syrie est complexe, mais ce qui est certain, c'est que des bombardements très importants ont lieu. Ces bombardements, nous appelons évidemment à leur arrêt. Cela a été demandé à plusieurs reprises et nous appelons également à ce que des couloirs humanitaires puissent être ouverts parce que ce sont des populations civiles qui sont visées. Il y a 2 lieux particuliers qui sont visés. D'une part, la poche d'Idlib, d'autre part, la banlieue est de Damas, qu'on appelle la zone de la Ghouta. Et ce sont des combats qui sont inacceptables par leur violence et par leurs conséquences sur les populations. Voilà, alors en 6 mots, on est passé de l'usage d'armes chimiques appellera une réponse immédiate de la France à nous sommes très inquiets. Voilà, mais on est toujours inquiets. Ça, c'est le propre. On a eu tort de remettre une ligne rouge il y a 6 mois. Beaucoup de gens disaient c'est imprudent. Beaucoup d'observateurs disaient c'est imprudent de le faire. Restons cyniques, parce qu'il faut aussi dire la vérité. Malheureusement, la Syrie est aussi un formidable terrain d'entraînement et de test pour les armes. Voilà, qu'elles soient américaines, qu'elles soient russes. Toutes les guerres. Ça a été le cas de la guerre d'Espagne, et ça recommence aujourd'hui. Je pense qu'au niveau de l'Union européenne et des Européens, on aurait plutôt intérêt à faire profil bas, parce qu'on raconte beaucoup de choses. Il faut retirer Saddam, maintenant on trouve des armes, etc. C'est dramatique, la Syrie, mais je suis désolé, que s'est-il passé en ex-Yougoslavie ? Ça a été exactement pareil. On est arrivé en ex-Yougoslavie des années après. Parce que si on était intervenu avant, ça ne serait pas déroulé. Et là, la Syrie, c'est pareil. Malheureusement, oui, il y a des armes au chlore. Oui, d'accord, il y a des armes au chlore. Alors, question, qui fabrique les armes au chlore? Il y a un moment, c'était exactement, donc dans beaucoup de conflits, on a trouvé du gaz moutarde, des armes au chlore. Mais la grande question, qui les fabrique? Il faut peut-être quand même désigner le fabricant et le pays qui les fabrique. Il faut peut-être commencer par là et qui les vend. Bien sûr. Dans le cas de la France, c'est quand même il y a une difficulté stratégique. C'est-à-dire, peut-être que Macron n'aurait pas dû dire ça comme ça, mais la réalité, c'est qu'une fois qu'on a dit qu'il y a une ligne rouge et qu'elle a été franchie, et encore, il faut être sûr qu'elle a été franchie par qui, comment, quel lot, quel truc, etc. Donc ça peut prendre un peu de temps. Mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, puis la Russie et Damas discutent en permanence les résultats des enquêtes. En disant, il n'y a pas les preuves. Mais qu'est-ce que physiquement, militairement, vous pouvez faire, vous la France, nous la France, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire tout seul, de notre côté, sur un territoire où il y a des F-16 américains, des Sukhoi russes, des Iraniens. Si on le sait, il fallait peut-être pas le dire. Oui, je pense que c'est là que faut aussi voir les limites de notre
Moi, je crois sincèrement que le pouvoir de la France sur un territoire comme ça, c'est vraiment du soft power. C'est-à-dire notre capacité à essayer d'influencer les acteurs pour qu'ils arrivent à des situations au moins d'écoute et de cessez-le-feu. Est-ce qu'on a la capacité militaire d'infliger, bien sûr, je pense, d'infliger un dommage au régime de Damas, certainement, mais qu'est-ce que ça changerait ? Et puis, les Américains ont bien envoyé 50 missiles alors que Trump dînait avec l'Empire. Oui, ça a été encore une grande erreur militaire. Vraiment des décennies sur les terrains compliqués que sont l'Irak. Tu as eu raison de dire que ça n'est pas terminé. Il est clair que c'est le terrain qui compte. C'est-à-dire, c'est là où en sont ceux qui combattent sur le terrain. Et ceux qui combattent sur le terrain, pour le moment, ils combattent de plus en plus. Et ils sont de plus en plus divisés. Donc, tant que c'est comme ça, nous pourrons exercer notre soft power, certes, mais ça n'aura pas des conséquences immédiates. Et l'usage d'armes non plus. Pas de nos armes à nous. Mais la seule conclusion. Il y a les armes les pires dans toutes ces guerres. Oui, la seule conclusion qu'on peut apporter sur la Syrie, c'est qu'aujourd'hui, il y a un rapport de l'OTAN qui dit tiens, c'est bizarre, les Russes sont plus costauds que nous au niveau armement. Bah oui, ça fait 10 ans qu'ils se réarment. Voilà, ça c'est aussi un des résultats de Syrie. Tout le monde s'observe et là, maintenant, il y a un bilan qui est tombé. C'est un bon terrain d'observation, effectivement. Exact. Hélas. Ceci dit, encore une fois, je ne veux pas faire dans l'anti-russisme primaire, mais les Russes perdent des avions. C'est quand même un truc. Moi, excusez-moi, j'ai pas entendu parler de F-16 américains. C'est clair. C'est clair. Et ils perdent des avions. Ça veut dire que malgré leur pouvoir, leur puissance de feu, ils sont quand même assez fragiles. C'est très clair. En particulier celui d'il y a 2 jours, parce qu'il a été visiblement abattu par un missile solaire. Un missile solaire. Portable. Donc c'est quand même un avion de première génération. Laure Simoes, les illustrations. Oui, qui sont évidemment pas très réjouissantes. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce premier dessin de Gargalo, dessinateur portugais, les dessinateurs ont évidemment beaucoup travaillé sur ces bombardements qui ont fait en 4 jours 220 civils tués dans la Routa. Et évidemment, on voit que dans cet avion, il y a Bachar. Et puis Poutine n'est jamais très loin. C'est d'ailleurs très rare de voir Bachar tout seul sur les dessins de presse. Il y a Poutine qui traîne dans le coin. Et puis, on le disait tout à l'heure, penser que le djihadisme est terminé, voilà, il y a ce petit rappel dans ce dessin qui est important à relever. Un autre dessin de Kishka, dessinateur israélien, très évidemment cynique, mon dernier modèle de masque à gaz, mais évidemment l'amoncellement des milliers de morts dans cette guerre l'est tellement plus que c'est rien à côté. Un autre dessin aussi qui fait froid dans le dos, toujours de Gargalo, et on se dit comment est-il en fait possible on va dire d'assumer cette victoire, soi-disant contre le djihadisme, en portant ces nombres de morts. C'est un peu ce que dit ce dessin. La victoire à tout prix, la Syrie à tout prix. Puis quand on regarde, c'est épouvantable, c'est catastrophique. Et pour terminer, un dessin d'Emma Dajaj, dessinateur jordanien, qui nous interpelle et qui se demande jusqu'à quand va durer l'inaction, on le disait, de la communauté internationale. Oui. Il s'attendait sans doute à une ouverture, même ténue. C'est peu dire qu'après la visite d'Emmanuel Macron en Corse, sa première en tant que chef de l'État, les dirigeants nationalistes de l'île sont restés sur leur faim, voire carrément ulcérés, car hormis l'inscription de la Corse dans la Constitution, aucune de leurs revendications n'ont été entendues, ni la co-officialité de la langue corse, ni l'autonomie fiscale, ni même le statut de résident. Et le ton était même, franchement, parfois au rappel à l'ordre. Écoutez. Pensez que le cœur de la bataille, la mère des batailles, c'est d'aller négocier de nouvelles évolutions institutionnelles avant même d'avoir exercé les responsabilités qu'on a. Je ne saurais vous y encourager. C'était justifié d'après vous? Est-ce que voilà, on a bien senti en tout cas où était Emmanuel Macron sur ce voyage. C'était pas et en même temps. Justifié ou pas, oui voilà. Là, il n'y avait pas de et en même temps, et je pense que tout le monde l'a compris. Et je pense qu'on ne s'attendait pas à cela, à ce point en Corse. Ouais. Donc, et les Corses n'ont pas envie que Macron leur donne non plus des leçons d'histoire sur leur propre histoire. Oui. Ça, je pense que le ton condescendant a été... Il y a eu un peu d'excès, un peu d'excès de confiance ou de... En tout cas, il est certain que ça aura des conséquences sur les Corses. Absolument. J'ai sondé par téléphone, parce qu'il faut un peu de remontée du terrain. Sur le plan du protocole, c'était un peu un rendu pour un prêté. C'est-à-dire que le clan de l'Élysée a très mal vécu la manifestation
qui a été faite juste avant son arrivée, alors qu'on était quand même parti sur quelque chose d'un petit peu plus relax. Donc bon, après, ils ont été surpris par Macron, mais moi je trouve que sur le fond, c'est quand même pas si négligeable que ça. C'est-à-dire que de dire la Corse d'une manière ou d'une autre dans la Constitution de la République, c'est quand même pas un petit quelque chose. Et toutes les autres mesures sont pas faisables. C'est simple. Elles sont pas constitutionnelles, elles sont pas européennes. Le statut, c'est pas ce que disent les Corses. Non, mais effectivement, c'est la vie de la République. On sort de la République, on sort de l'Union européenne, enfin, on fait ce qu'on veut. Mais de dire, je veux des résidents qui n'ont pas des résidents français, corses, qui n'ont pas les mêmes droits que. Et c'était un dialogue de sourds. Oui, donc non, mais il y a des obstacles. Moi, je pense on voit même que la simple mention corse dans la Constitution, il y a des Bretons qui se sont réveillés pour dire à nous aussi. Donc on voit bien quand même que c'est extrêmement délicat tout ça. Mais la phrase. Mais c'est un élu, Paul Jacobi, qui n'est pas un élu nationaliste, qui portait ces revendications au départ, un radical de gauche quand même. Il y a deux phrases qui font très mal. C'est le premier discours où il compare les tueurs d'Erignac à des terroristes du 13 novembre. Ça, c'est d'une violence pour, en particulier pour Gilles Simeoni. Gilles Simeoni, qui était l'avocat. Un point à ajouter sur Simeoni, c'est quand Macron a dit à Simeoni, exactement lors de ce discours, il était l'avocat d'Yvan Colonna pour ce. Ne se plaide pas. Exactement. Il a dit ça à Gilles Simeoni, qui est l'ancien avocat d'Yvan Colonna, qui a été condamné pour le meurtre. Qui a condamné à perpétuité Yvan Colonna. C'est assez courageux, excusez-moi, de la part d'un président français d'aller dire en Corse. Ce type a été assassiné lâchement la nuit dans le dos. Non mais ça c'est clair. Oui mais c'est non mais ça c'est clair. Il faut dire José Manuel Lamarque que ce voyage, le point d'orgue de ce voyage, ça a vraiment été la commémoration en fait du 20e anniversaire de la mort de Claude Érignac en présence de sa veuve et de tous ses enfants. C'était l'assassinat de Claude Érignac, mais il faut quand même voir une chose, c'est que nous avons la chance en France, parce que ça date de la Révolution française, et puis ça a été enrichi après, nous avons la chance d'être une nation. Et ce sont les citoyens qui composent la nation, et la nation est composée par les citoyens. C'est génial, il y a très peu de pays qui ont cette notion-là de la nation. Nous sommes une nation. Donc on a pu éviter les problèmes espagnols, par exemple, avec le Pays Basque et la Catalogne, et l'Écosse et d'autres, et les Flandres. Cette notion de nation, je pense qu'il faut la remettre dans le programme de l'éducation nationale qui devrait d'abord s'appeler l'instruction publique et pas l'éducation nationale. Vaut mieux instruire qu'éduquer parce que ça serait mieux. Et la notion de nation, mais c'est merveilleux. Mais sauf qu'elle est évidemment pas vécue par Jean-Guy Talamoni. Mais oui, mais pas français, si on réapprenait la notion de nation, il n'est pas le seul encore. On pourrait aussi approcher la question corse. Je dis pas le problème, j'ai la question corse différemment. Et s'il y a le mot corse dans la Constitution française, mais vous imaginez le pas en avant, mais c'est énorme. Moi, je serais corse, je serais très fier d'avoir le mot corse. Chevènement avait démissionné pour moins que ça. Voilà. La reconnaissance du peuple corse. Revenons à la nation. Qui a généré les élections d'il y a un mois, c'est ça? C'est quand même un statut extrêmement avancé d'autonomie. Je veux dire, il n'y a pas la fiscalité, parce que en France, c'est juste, tu le disais, parce que la nation va aussi souvent avec un jacobinisme assez exacerbé. Donc, en France, par exemple, l'idée que chacun pourrait payer des impôts en fonction de critères qui ne soient pas des critères égalitaires est totalement rejeté. Si à ce moment-là, les gens d'Île-de-France diraient pourquoi je paie des impôts pour la Corrèze et pourquoi je paierais des impôts pour la Corse. Donc on est bien d'accord que sur ces questions-là, la marge de négociation de l'État français est très réduite. Donc il n'y a pas beaucoup de marge. Par contre, sur la question de l'autonomie, on voit bien que là, il y a une Assemblée nationale corse, il y a un exécutif corse, ils ont des moyens entre les mains. Et je pense quand même que certes, c'est un gouvernement dit autonomiste, mais il y a eu un taux de participation, je ne veux pas faire les élections, mais il y a eu un taux de participation assez faible. Et donc, il y a beaucoup de Corses qui ne votent pas, qui n'en pensent pas moins, mais on ne sait pas très bien ce qu'ils pensent, etc. Donc je pense que je sais pas. Ces deux hommes sont, Simeoni et Talamoni, sont portés par le peuple corse. Et qui place extrêmement populaire. Et qui place à la présidence. Et qui place un électorat qui place à l'élection présidentielle Marine Le Pen en tête du premier tour, qui est pas franchement sur une ligne d'indépendance de la Corse. Donc c'est tout le paradoxe. C'est pour ça qu'il faut revenir à cette notion de nation. Voilà. Ce qui n'existe pas en Allemagne. Laure Simoes, la Corse. La Corse. L'enquête corse parmi dans les bandes dessinées. Il y a Astérix en Corse. Il y a quand même des références en bande dessinée. Astérix en Corse. Et ce soir, c'est France 24. On sort tous les titres. Il est très fort en accent. Ce soir, c'est France 24 en Corse.
Donc un premier dessin de Baloué. Tiens, tu vas le lire puisque tu es très très fort en accent. On voit alors tous les clichés y sont. On sent l'hiver doux de là-bas avec cette petite végétation. Pas le nôtre en ce moment. Les deux papis qui commentent toute la vie à côté de la mairie, et puis avec un drôle de drapeau. Et alors il y en a un qui dit à l'autre, c'est un jeune Pinsout qui est venu mettre ça. Comment on dit encore? Pinsout, c'est un homme du continent. Oui, c'est un homme qui a l'accent pointu, parce que tout le monde autour de cette table a l'accent pointu. Il faut le savoir quand on est ailleurs. Oui, c'est ça. Rien, je dis rien, dit-il. Bon, voilà, ça évidemment, tout le monde aura reconnu le jeune Pinsout en question. Ce dessin? C'est un dessin de Pierre Baloué. Il nous a pas précisé s'il avait été publié. Je me demande s'il l'a pas fait exprès pour France 24. Mais en tout cas, donc, pour ce qui est de la langue, puisqu'il y a une petite allusion linguistique dans ce dessin, effectivement, la co-officialité de la langue, c'est pas gagné. L'autonomie fiscale non plus, si on en croise des dessins de CAC. Nous voulions un statut fiscal spécifique. Macron qui répond, mais vous ne payez pas d'impôts. L'autre qui dit, justement, ça ne vous coûterait rien. C'est vrai que c'est assez... Alors, vous remarquez aussi que tout Corse, évidemment, a le bandeau de la tête de mort. C'est la tête du mort, pas de mort. Du mort. De mort. M-A-U-R-E. Voilà, le mort. Un autre dessin de Plantu pour Le Monde, très très mignon. Peut-être qu'il y a moyen pour que la Corse soit mentionnée dans la Constitution. Et puis on voit que le Maure a toujours son petit bandeau qui lui ferme d'ailleurs les yeux, ce qui veut dire qu'il les a pas très 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 ouverts, qui lui dit c'est pas écrit assez gros. C'est vrai que l'intimidation corse qu'on connaît bien peut aussi aider. Et puis moi ce que j'aime bien, c'est que évidemment il y a même la petite souris, même la deuxième petite souris, elle a son bandeau. Et puis il y a une petite Marianne ou Mariana corse, on ne sait pas, à côté de la Marianne française, il y en a deux. Ouais. C'est pas mal d'être à deux aussi finalement, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, ce qu'il faut espérer dans tout ça, c'est que Macron soit pas aussi on va dire peu habile qu'un Rajoy, par exemple, en Espagne. Et donc, j'en profite puisqu'il faut juste un petit peu ouvrir, puisqu'on se demande tous ces nationalismes, ces régionalismes. Je ressors cet excellent dessin de Nicolas Vadó, puisqu'il s'agit de constitution. Quand il était question que Puigdemont, le président du gouvernement autonome catalan, gouverne par Skype depuis son exil belge, on a Rajoy qui demande à un magistrat, trouvez-moi un article de loi interdisant de gouverner par Skype. Mais le texte date de 1978, monsieur le Premier ministre. Donc voilà, est-ce que les constitutions, c'est immuable ou pas? Une chose est sûre, c'est que c'est quand même ces régionalismes, on ne sait pas très bien quoi en penser, mais il y a en tout cas des démocraties au niveau local qui semblent un peu se réveiller. Il faut quand même qu'on... de toute façon, c'est une question à étudier, à observer. Mais je pense que les vœux de bonne année, on n'est pas si loin quand même. On peut dire à tous les Corses, pace salute. À tous les Corses. Absolument. Un mot de l'Allemagne, pays fédéral, qui donne donc la possibilité à c'est pas gagné, de s'exprimer. C'est pas gagné. Mais là, on voit que c'est beaucoup plus compliqué finalement. Dès le départ, c'était simple. Au gouvernemental. C'est-à-dire que là, pour résumer, Angela Merkel a donc les clés du nouveau gouvernement, mais on ne sait pas encore qui acceptera de voter à bord, puisque les sociodémocrates doivent encore valider leur participation et que ça a déjà coûté le ministère des Affaires étrangères à celui qui les a emmenés là où ils sont, c'est-à-dire au plus bas historique, Martin Schulz. L'Allemagne, c'est très simple. Le SPD, ils sont très clairs dans leur règlement. C'était très simple. La négociation avec la CDU, CSU, on négociait. Après, on demandait aux délégués, les 600 délégués du SPD, s'ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord. On repartait dans la négociation avec la CDU, CSU. Et en finale, sans parler de Schulz, on envoie par voie postale, parce qu'ils ont très peur des hackers sur Internet, par voie postale aux 4400 adhérents du SPD, savoir s'ils sont d'accord ou pas. Donc c'est déjà un cauchemar. Mais voilà. Mais de toute façon, il n'y aura pas de gouvernement avant Pâques. On suppose que c'est avant ou après Pâques. Heureusement qu'il n'y a pas de Trinité. Mais on en est là pour l'Allemagne. Mais il faut dire aussi une chose par rapport au SPD, c'est que c'est devenu un vieux parti, le SPD. Et on n'est plus dans le SPD de Brandt, ni dans le SPD de Schmitt, il y a très longtemps. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, Merkel, elle est très mal, et c'est peut-être le mandat de trop, c'est qu'elle a peut-être CDU, mais la CSU bavaroise,
On a ras-le-bol de Merkel. Il va peut-être passer son mandat et essayer de former un il y aura peut-être un gouvernement. Si ça marche pas, il y aura peut-être un gouvernement minoritaire. Il faut pas l'oublier. Hein. Il y avait un article dans la presse américaine sur le réveil des jeunes sociodémocrates qui mènent une fronde absolue contre Schulz et contre la participation. Contre la participation. Bon, là, ils acceptent, et encore, c'est pas sûr, mais on voit bien que sous les vieilles forces qui gouvernent l'Allemagne depuis 20 ans, est en train de naître quelque chose d'à la fois rassurant, c'est les jeunesses des partis traditionnels, mais pas rassurant, c'est l'AfD. C'est aussi la poussée de l'AfD. S'il y a un nouveau scrutin, personne ne sait combien l'AfD peut faire aujourd'hui. On a connu le soutien sans participation des communistes au Front populaire. On aura peut-être la participation sans soutien de certains cas du SPD. C'est le cas de la Roque qui a un gouvernement minoritaire. Mais attention, c'est quand même grâce à Merkel quelque part que Alternative für Deutschland est arrivé au Bundestag. Ils sont 99 et il n'y a pas du tout intérêt pour l'Allemagne qui repartir aux élections. Parce que là, tu l'as dit, on ne connaît pas le chiffre des députés de l'AfD dans une... Mais ça sera sûrement un gouvernement minoritaire si ça marche pas avec le SPD. Et juste pour rassurer nos téléspectateurs, il y a des super élections en Italie au mois de mars. Super. Avec le retour annoncé de Silvio Berlusconi. Mais attention, parce que Poutine aussi, ça sera peut-être le mandat de trop. Mais c'est pas grave. Mais c'est ça marche pour tout le monde. Les extrême droite qui ont l'air de pousser derrière, c'est... les partis extrême droite, tu as donc avec Berlusconi et le Cavaliere, et tu as la Ligue du Nord. Il y a un parti qui s'appelle Fratelli d'Italia. Fratelli, c'est le début de l'hymne italien, frère d'Italie. Ils vont se battre contre qui? Contre Cinque Stelle, qui est aussi un parti populiste, parce que les démocrates sont très très loin. Matteo Renzi, ils sont très loin. Donc voilà. C'est quand même un tableau assez inquiétant. N'oublions pas que l'Autriche a aussi un nouveau gouvernement qui est aussi très à droite. Et ça avance petit à petit. On comprend mieux la Macron-mania. Merci beaucoup, José, sans aucune opinion, bien sûr, personnelle. Merci. On l'a bien compris. José Lamarque, merci. Ça va sans dire. Merci, Ziad Limam. Oui. Merci. On assume. Merci à Adiva et merci à Laure Simoes. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.